Bienvenue pour cette émission exceptionnelle, 20 ans après les attentats qui ont frappé les États-Unis et les conséquences qui ont suivi. Alors cette émission spéciale est le fruit de la collaboration de 3 médias, déjà Parole d'honneur, le média antiraciste et décolonial, hors série, où vous pouvez retrouver chaque semaine des entretiens passionnants, et enfin Orient 21, qui offre chaque jour des informations et des analyses précieuses sur le monde arabe et musulman. Alors pourquoi cette émission spéciale? Alors évidemment c'est l'anniversaire de ces attentats, mais face au journalisme de commémoration où règnent les émotions, le commentaire, la dépolitisation, quand on essaye pas tout simplement on n'est pas tout simplement dans les séquences d'apologie de la guerre contre le terrorisme où l'on rejoue le choc des civilisations, eh bien au contraire aujourd'hui on a fait le pari qu'il était possible de penser rationnellement et de manière critique, résolument critique, cet événement qui a constitué le 11 septembre 2001, mais aussi et surtout les terribles conséquences de 20 années de guerre. Ni rire, ni pleurer, mais comprendre donc. On a donc décidé de prendre le temps de la réflexion, du dialogue, du débat. C'est une journée assez exceptionnelle parce il va y avoir plusieurs tables rondes qui vont durer en tout jusqu'à 21h, 21h30. La première, et je reviendrai avec mes invités tout à l'heure, on évoquera les conséquences, la géopolitique du 11 septembre et les conséquences mondiales de la déflagration, de la reconfiguration géopolitique au Moyen-Orient, mais aussi dans le monde. On s'intéressera aussi au cas de la France et de ses interventions en Afrique. Après mes deux invités, on recevra Mourad Benchelali, qui est un rescapé du camp de Guantanamo, qui est aussi passé par le camp de Kandahar en Afghanistan et qui nous racontera, lui qui a vécu dans sa chair les sévices infligés par la guerre contre le terrorisme. On s'interrogera ensuite dans une troisième table ronde sur ce que le 11 septembre a fait à nos libertés, à la démocratie, à notre état de droit, avec Claude Serfati et Axel Persson. Et enfin, la quatrième table ronde sera dédiée aux perspectives. On reviendra sur un texte, une tribune qui est publiée aujourd'hui, notamment une de Mediapart, sur le 11 septembre, sur ses commémorations et surtout sur que faire aujourd'hui, quelles sont les perspectives en 2021. Et enfin, à la fin, la dernière table ronde sera consacrée au cinéma et aux médias avec Sarah Grira et Rafik Djoumi. Et la table consacrée aux perspectives, j'aurai le plaisir de recevoir Ouria Bouteldia, Françoise Vergès et Simon Assoun. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même, on est le 11 septembre, on commémore le 11 septembre 2001, mais j'aimerais rapidement mentionner un autre 11 septembre, un 11 septembre du Sud, avec un grand A. C'est ce 11 septembre qui ne sera pas commémoré, dont on ne parle jamais, qui n'apparaît pas dans les manuels scolaires. C'est évidemment ce 11 septembre 1973 où la démocratie chilienne, où la tentative de construction d'un socialisme démocratique au Chili a été tuée dans l'œuf, et cela bien sûr avec la bénédiction des démocraties occidentales. Sans plus attendre, je vous propose qu'on commence notre première table ronde qui est donc dédiée à la géopolitique du 11 septembre, aux conséquences extérieures du 11 septembre. Et pour en parler aujourd'hui, je reçois Omar Bendera. Bonjour. Bonsoir. Tu es journaliste, tu es membre d'Algérie Watch et tu as co-dirigé l'ouvrage Hirak en Algérie, l'invention d'un soulèvement, paru à la Fabrique en 2020. Et à ma droite, Adrien Nicolas, tu es militant anti-impérialiste, membre du collectif Ni guerre, ni état de guerre. Bonjour et merci de votre présence. Je vais commencer par une question un peu introductive. On se replonge 20 ans en arrière, donc le 11 septembre 2001. Quel mot vous utiliseriez pour qualifier ce qui s'est passé ce jour-là? Quelles interprétations politiques vous en faites à ce moment-là, à chaud, et surtout au miroir de ce qui est advenu après, 20 ans plus tard? Il y a cette phrase de Jean Baudrillard qui dit, du 11 septembre, il dit c'est l'événement absolu, la mère des événements, l'événement pur qui concentre tous les événements qui n'ont jamais eu lieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat-là et voilà, est-ce que vous pouvez nous redonner un peu votre impression, Adrien? Si j'avais un mot, c'est le mot irruption. C'est l'irruption de la guerre. Je me souviens d'un ami qui m'appelle, je suis chez moi, un ami m'appelle et me dit « Allume ta télé, c'est la guerre ». Et donc j'allume la télé et je vois les tours qui brûlent, les avions, les images en boucle. Et c'est l'irruption de la guerre, parce qu'en fait, cette guerre, elle durait depuis des années et des années. Ça faisait 10 ans qu'il y avait un blocus
illégale d'ailleurs, imposée à l'Irak, qui avait tué, maintenant on le sait, 1 à 2 millions de personnes, que le 11 septembre, c'est une riposte à une riposte suite à l'attentat contre l'USS Cole, qui était un acte de guerre en réponse à un autre acte de guerre. Et donc et pourtant, moi, dans mon regard, et j'étais déjà militant, engagé, mais dans mon regard, c'était le début de la guerre. Et en fait, c'est vrai que, en fait, non, la guerre venait enfin chez nous, alors qu'elle se déroulait depuis des années et des années à bas bruit. Tu évoquais les millions de morts de l'embargo des États-Unis en Irak. Il y a cette phrase absolument effroyable de Madeleine Albright, l'ancien secrétaire d'État, à qui on demande est-ce que ça valait la peine de mettre en place cet embargo. Elle dit oui, le prix en valait la peine. De tuer 500 000 enfants irakiens. Elle a dit que si c'était pour la démocratie, ça en valait la peine. Voilà. Donc, moi, ce qui m'avait frappé, j'avais vu ça au bureau, je travaillais, c'est le côté hollywoodien. Je n'ai pas été particulièrement impressionné par les dégâts, puisqu'on avait vu à la télévision ce que c'était Shock and Awe en Irak en 91. On avait vu le bombardement de cet abri anti-aérien où 500 ou 600 personnes avaient brûlé. Donc, l'horreur, la stupéfaction et la sidération, ce n'était pas vraiment ça. Moi, j'ai été frappé par le côté hollywoodien, le côté extrêmement télévisuel de cet attentat. Je connaissais les Twin Towers pour y avoir travaillé, et donc je savais il allait y avoir beaucoup de victimes. Donc j'étais partagé entre un sentiment de tristesse et d'horreur, et en même temps une certaine admiration, je dois dire, devant la qualité des images qui étaient diffusées par les télévisions. C'est quelque chose d'assez paradoxal. Pas vraiment de la sidération, mais plutôt un sentiment d'horreur. Quand on voit ces gens plongés, c'est une abomination. Et puis, le côté complètement irréel de ces avions qui s'encastrent dans ces immeubles. Bon, voilà. Maintenant, sur le plan de l'analyse politique à chaud, on est tous pris de court. Bien malin, celui qui peut dire aujourd'hui qu'il avait tout à fait compris quels étaient les tenants et aboutissants de cet événement. Ce qu'on a su, on a commencé à le déduire en se posant les questions les plus simples quand on a affaire à l'attentat. À quoi sert cet attentat? À qui sert? Quels sont les intérêts qui sont servis par cet attentat-là? À la limite, ceux qui le commettent, les mains qui exécutent cet attentat sont presque secondaires au regard de ce que cela peut signifier sur le plan politique et géostratégique. Sur les réactions, je vous demandais vos deux réactions, mais il y a cette phrase assez hallucinante de George Bush qui dit « Je suis impressionné qu'il y ait une telle incompréhension de ce qu'est notre pays et que des gens puissent nous détester. Je suis comme la plupart des Américains, je ne peux pas le croire car je sais que nous sommes bons. » On a encore une fois souvent confondu l'Occident à l'universel. Or, si le monde a été évidemment sidéré, a été choqué par les attentats du 11 septembre, force est de constater que dans une partie du Sud global, non seulement beaucoup ont rejeté directement les discours belliqueux et martiaux de George Bush, qui sommait le monde de prendre position en disant « avec nous ou contre nous » sur la guerre de civilisation, mais certains sont même allés jusqu'à considérer que ce 11 septembre était une forme de choc en retour, pour reprendre un peu l'expression d'Aimé Césaire. Comment, déjà, vous expliquez ce décalage nord-sud, en fin de compte? Adrien? Je pense que dans le nord, on ne voit pas forcément la réalité des vies des gens du Sud et des morts des gens du Sud. C'est la première chose, c'est-à-dire que c'est un phénomène abstrait, en fait. Et c'est pour ça que tout ce qui se passait, toute cette guerre qui est menée et qui remonte à très loin et qui s'intensifie, qui ne cesse de s'intensifier, elle est vue comme normale ou comme en arrière-plan un bruit de fond et que par contre, quand c'est nous qui sommes attaqués, alors nous qui sommes si bons, et à chaque fois on a le même effet parce que quelques années après le 11 septembre, au moment de la guerre en Irak, on arrivait à dire mais ce que font les Américains est idiot, injuste, ils ne voient qu'eux-mêmes. Et en même temps, quand ça nous arrive à nous, quand la France, on participe à la guerre et qu'on a fini par avoir des attentats, on a exactement la même réaction, c'est-à-dire aucune interrogation sur les responsabilités de notre gouvernement, sur
pourquoi les gens nous attaquent, pourquoi les gens ne nous voient pas comme si bons. Donc voilà, je pense que c'est un vrai obstacle à la compréhension des gens du Nord, des citoyens du Nord, et à une politique, ne serait-ce que pour les protéger. Voilà. Je trouve que c'est une phrase profondément morale qui Oui, n'interroge enfin, même pas. ça, les stratégies extrêmement habiles de communication de ces gens-là. Je ne crois pas que Bush ait sorti cette phrase de son chapeau. C'est un discours extrêmement mûri, extrêmement construit, réfléchi, qui s'adresse à une opinion publique sous le choc et qu'on maintient dans un état quasi hystérique. Hein. Pendant quelques jours, on les maintient dans un état d'affolement. Qui n'est pas nouveau aux États-Unis. Rappelez-vous, toute cette ambiance de guerre froide où on entraînait la population à une guerre nucléaire. Il y a une gestion de l'opinion par le catastrophisme qui fonctionne bien et dont on connaît bien les rouages et les ressorts. Donc je pense que Bush, en prononçant cette phrase, savait parfaitement ce qu'il visait, à savoir convaincre, et c'est ça le rôle aussi suprême du 11 septembre, convaincre que les États-Unis et l'Occident étaient la victime, la cible d'une conspiration haineuse par une civilisation adverse. Donc c'est ça qui était un peu vendu de manière habile, intelligente, parfaitement calibrée à l'opinion américaine. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver ce discours un peu messianique plus tard de l'axe du bien contre l'axe du mal. On va retrouver des éléments de langage qui ont des connotations un peu religieuses ou en tous les cas qui s'en rapprochent et qui ont pour but d'interdire, comme le dit Adrien à l'instant, qui ont pour but d'empêcher de réfléchir sur les causes et sur les implications de la politique étrangère des États-Unis et de leurs alliés occidentaux au Moyen-Orient et ailleurs. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose? Non. J'aimerais qu'on s'arrête sur une expression qui est devenue célèbre, qui est celle de la guerre contre le terrorisme. Qui est utilisé juste après les attentats et qui est encore utilisé aujourd'hui par tous nos gouvernements, que ce soit la guerre à l'extérieur et à l'intérieur. On reviendra bien sûr tout à l'heure dans notre table ronde sur les conséquences intérieures, mais c'est une expression qui est terriblement floue et arbitraire, et surtout qui colle cette étiquette infamante de terroriste à qui l'on veut en fin de compte. Est-ce que en fin de compte cette expression, je disais, floue, arbitraire, est-ce qu'elle ne présageait pas au fond de ce qui allait advenir, à savoir des guerres sans fin, car sans véritable adversaire? Le terrorisme n'est pas une idéologie, c'est une technique de combat, et ce qui est en fin de compte le propre des conflits asymétriques. Est-ce que ce n'était pas aussi une manière de préparer la population, voilà, une guerre longue, non seulement au Moyen-Orient, mais aussi les préparer aussi à des futures interventions contre des organisations, contre États de terroristes. Je pense à la Colombie, où on disait que les FARC et d'autres organisations étaient terroristes. Oui, c'est possible. Enfin, en tous les cas, c'est vrai que la notion même de guerre au terrorisme souffre d'une invalidité sémantique première. On ne fait pas la guerre à des fantômes. Donc le terrorisme est une notion générique qui, dans son acception courante, se réfère à des comportements qui sont criminels. Donc on ne fait pas la guerre au crime. Le crime se réprime, il se pourchasse, etc. Donc, terrorisme est une notion un peu vague, un peu élastique. Les terroristes d'hier, les talibans, peuvent parfaitement être les partenaires d'aujourd'hui. Les mêmes talibans, hein, il y a 15 jours, étaient des terroristes, et puis hier matin, ce sont des interlocuteurs tout à fait valables. Donc, effectivement, c'est un discours élastique qui a fondamentalement pour but de faire en sorte de convaincre qu'il y a un ennemi invisible, omniprésent, sournois, capable de frapper sans prévenir, et qu'il convient donc de prendre toutes les mesures d'exception pour s'en prémunir. Parce qu'il y a aussi guerre contre le terrorisme et la guerre préventive aussi. Tous les moyens sont... Le terrorisme étant par définition une action lâche et traîtresse, perfide, tous les moyens sont bons pour la combattre,
y compris tous les reculs sur le plan des droits de l'homme, sur le plan voilà, du droit en général. Non mais oui, enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que l'expression la guerre contre le terrorisme, c'est une carte blanche totale pour faire ce qu'ils veulent, n'importe où, n'importe quand, auprès de n'importe qui. Et parce que c'est le droit, évidemment, de contrôler ici les populations, de lancer des campagnes de haine, qui sont les campagnes islamophobes, qui sont des campagnes de haine et qui peuvent déboucher sur une véritable catastrophe. Et là-bas, c'est les bombardements par drone, les occupations militaires directes, les forces spéciales qui se promènent maintenant, notamment pour la France, dans tout le Sahel. Et puis, sans jamais interroger qu'est-ce que nous, on a à voir avec ça et qu'est-ce que c'est que le terrorisme. En 20 ans, les États-Unis reconnaissent avoir envoyé 340 000 bombes, c'est-à-dire pendant 20 ans, une bombe toutes les 30 minutes, nuit et jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toutes les 30 minutes, les États-Unis disent « nous lançons une bombe toutes les 30 minutes depuis 20 ans ». On parle de 1 à 2 millions de morts, on parle de 35 millions de réfugiés, et jamais on a une interrogation sur « mais qu'est-ce que c'est ça si ce n'est du terrorisme en fait ?» Voilà. Il y a un sujet qui est... tu parlais du droit, il y a un sujet qui est au cœur aussi de cette guerre contre le terrorisme. C'est évidemment la question de la torture, qui va être massivement employée par les États-Unis, à Guantanamo, c'est très bien, mais aussi à Abu Ghraib, on se souvient de ces images épouvantables. Et cette torture, elle va être permise aussi par des dispositifs législatifs. Je pense évidemment au Patriot Act, qui entre en vigueur un mois après les attentats, le 26 octobre 2001, et qui prévoyait pêle-mêle des pouvoirs exceptionnels à la police et aux services de renseignement, qui réduit le rôle de la défense, qui autorise l'arrestation, la déportation et la mise à l'isolement de suspects, l'arrestation et la détention indéfinie d'étrangers. Est-ce que, de facto, ça n'a pas fait de la torture, que les États-Unis condamnaient à travers son adhésion à la Convention de Genève, en fin de compte, une pratique légale et institutionnalisée, quoi, avec le Patriot Act notamment? Non mais déjà, le point de départ, c'est que dans la guerre contre le terrorisme, les conventions de Genève, notamment sur les prisonniers de guerre, ne s'appliquent plus. C'est-à-dire que le combattant ennemi n'est plus un soldat et donc n'est plus concerné par les conventions de Genève. On a la question immédiatement en France qui se pose depuis maintenant 6 ans, qui sont les combattants et leurs familles d'ailleurs, de l'État islamique, qui sont détenus aujourd'hui en Syrie et en Irak, et dont certains sont des citoyens français par ailleurs, ou des enfants de citoyens français, et qui sont soumis à de la torture, et surtout qui n'ont aucun de leurs droits en tant que combattants respectés. Et ils sont, dans la guerre contre le terrorisme, tuer un soldat américain, c'est un assassinat. Et ça, c'est hallucinant. C'est-à-dire que normalement, la guerre, en fait, consiste en le fait que deux armées s'affrontent et que le but de chacun est de tuer celui d'en face. Et que le soldat américain, quand il tue un soldat ennemi, c'est pas un assassin. En fait, aucun soldat n'est un assassin en tuant un soldat ennemi. C'est un soldat. Il fait la guerre. Or là, on est tellement bon que l'ennemi ne peut être qu'un assassin et n'a donc aucun droit, et ainsi de suite. Sur la torture, il y a un deuxième aspect qui remonte au moins à la guerre d'Algérie, c'est que la torture c'est toujours l'argument de un terroriste a posé une bombe, elle va exploser dans 24 heures chrono, comme c'était le titre de la série, qui a vraiment une espèce d'énorme série de propagande, assez abominable d'ailleurs. Et donc, il faut le torturer pour sauver des innocents. Et en fait, sauf que c'est pas vrai, en fait. Sauf que c'est pas vrai, c'est pas comme ça. D'abord, c'est pas ça les gens qui sont torturés à Guantanamo, c'est des gens qui sont plus ou moins attrapés au hasard, ou en Irak, à Abu Ghraib et ailleurs. C'est des gens qui participent de leur communauté, qui ont une vie de famille. C'est souvent le cas des puissances coloniales et des régimes dictatoriaux les pires. C'est qu'ils entrent dans la population, qu'ils saisissent, c'était la Bleuite entre autres en Algérie, ils saisissent des gens de la population, ils les torturent et le but n'est pas de les faire parler, le but est de les faire taire. Le but est de détruire la société. Et c'est pour ça qu'on a... c'est difficile, mais à Abu Ghraib, par exemple, c'est pour ça qu'on a les humiliations. C'est que le but, c'est que les gens puissent plus se regarder en face et de casser les populations. Et parce que c'est un des objectifs de la guerre contre le terrorisme, c'est aussi de déposséder les communautés humaines
de leur destin, et donc de les faire exploser comme communauté. Et leur dignité Voilà. aussi beaucoup. Et la question de la dignité, évidemment. Oui, c'est d'autant plus vrai que nous-mêmes, quand moi j'étais un activiste pour les droits de l'homme en Algérie depuis le coup d'État militaire du 11 janvier 92, et surtout tout au long de la sale guerre, où la torture a été pratiquée de manière extensive par les militaires algériens contre leur propre population. Nous avions alors, dans les années 90, avant le 11 septembre, nous bénéficions du soutien d'organisations de droits de l'homme comme Human Rights Watch ou Amnesty International. Le 12 septembre au matin, ces organisations ont disparu. On n'a plus jamais entendu parler de ces organisations, sauf de temps en temps, de manière extrêmement marginale et presque... Pourquoi? Qu'est-ce qui s'était... Parce qu'elles se sont tout simplement alignées. Ce sont des organisations de soft power des Américains. Elles se sont alignées sur la position américaine qui a complètement réévalué son regard sur l'Algérie et a trouvé tout à fait normal à partir du 12 septembre que des militaires torturent, tuent, etc. Parce qu'ils allaient faire la même chose. Et pas seulement à Abu Ghraib et pas seulement à Guantanamo, mais aussi à travers tout un archipel de prisons secrètes, de lieux de détention illégaux en Europe et au Moyen-Orient et en Afrique du Nord aussi. Hein, en Thaïlande aussi, il y en avait. Voilà, donc en Asie. Donc il y a effectivement, face au terrorisme, le terroriste est nié dans son humanité. Hein. Dès lors que vous êtes qualifié de terroriste, vous n'êtes plus un être humain. Et par conséquent, on peut se livrer sur vous à toutes les exactions de manière tout à fait morale, parce que nous sommes l'axe du bien, que vous êtes des gens très mauvais, et d'ailleurs vous n'êtes même pas des gens, et qu'il convient pour tous d'approuver notre démarche. C'est un peu tout ce discours de justification permanent des mesures d'exception contre le terrorisme. Le terrorisme est une activité criminelle qu'il convient de combattre par le droit. On n'a pas le droit de tuer des civils, on n'a pas le droit de tuer des femmes et des enfants, on n'a pas le droit de tuer des individus qui ne sont pas impliqués dans des actes de guerre, etc. Ça relève du droit pénal. Donc, mais ceux qui perpètrent des crimes de cette nature-là doivent être passibles des tribunaux et doivent répondre de leurs actes et la loi doit leur être appliquée dans toute sa rigueur, mais aussi dans toute sa justice. Or là, nous ne sommes plus dans un système de droit. On est ailleurs. On est dans, effectivement, tu as raison, et comment faire en sorte de casser les ressorts psychologiques et moraux d'une société tout entière. C'est tout ça qui est en cause dans les opérations psychologiques spéciales. Tout ça, c'est ça qui est mis en œuvre en Irak de manière généralisée, mais ça a été mis en œuvre au Vietnam aussi. Hein, l'opération Phoenix, etc., où on s'est mis à tuer des gens à tort et à travers au prétexte qu'ils savaient lire et écrire. C'est un peu le sens de la bleuite en Algérie. Tout ça montre que l'Occident civilisé est la matrice d'une barbarie qui se retourne contre lui. Et là, qui se retourne contre lui et qu'il va utiliser pour justifier un surcroît de violence et un surcroît de barbarie contre des populations qui sont sur des territoires qu'ils convoitent ou que l'impérialisme et les multinationales considèrent comme une cible stratégique pour eux. Vas-y. Je voudrais te dire une chose parce que je trouve très intéressant. Et la guerre contre le terrorisme se double d'opérations, que ce soit en Irak ou en Afghanistan, de construction de nations, de libération, de progrès pour les peuples. C'est évidemment le discours officiel. Et là où on voit la vérité, c'est à Abu Ghraib. C'est qu'en fait, il ne peut pas y avoir de progrès, il ne peut pas y avoir de libération si le but, c'est de casser les ressorts des sociétés. Ou alors, c'est un progrès contre les peuples. Et c'est le bilan de la guerre contre le terrorisme. Hein. C'est que ça n'a rien apporté de positif, à part des millions de morts, des millions de réfugiés. On va en parler à la fin sur le bilan, mais vous parliez évidemment de l'Algérie. La torture a été érigée en système, a été fondamentalement
structurelle, et je renvoie à ce magnifique ouvrage d'Henri Alleg, La question sur la torture en Algérie, et cette phrase de Larbi Ben Midi qui disait, quand on lui posait la question, on lui disait pourquoi, sur la raison pour laquelle on déposait des bombes camouflées au fond des couffins, il disait donnez-nous vos avions, nous vous donnerons nos couffins. Une manière de dire. Oui, ça montre bien le caractère extrêmement relatif de la notion de terrorisme. Arbitraire. On peut mettre dans terrorisme à peu près tout ce qu'on veut. Même si je considère que, moi personnellement, que tous les actes de violence qui se perpètrent en dehors d'un phénomène de libération nationale sont à condamner. Hein. La seule forme de violence, pour moi, admissible, c'est la violence de libération. Les autres violences, dont il était question en Algérie. Voilà. Les violences politiques qui amènent au crime, ça n'est pas, bien sûr, acceptable. Voilà. Non, ce qui s'est passé en Afghanistan et en Irak en termes d'atteinte aux droits de l'homme est absolument extraordinaire. Mais on voit bien que derrière cette guerre contre le terrorisme, il y avait des objectifs que le 11 septembre a permis de déployer ouvertement. La guerre contre le terrorisme visait à remodeler le Moyen-Orient. Justement. Il ne s'agissait pas d'une guerre de la beauté contre la laideur. Il s'agissait bel et bien de transformer, de casser la profondeur stratégique de l'axe de la résistance en démolissant l'Irak et si possible en essayant de le scinder en 3 États. C'est tout le discours des néoconservateurs autour de Bush, de Wolfowitz, comment il s'appelle là, Douglas Faith, de Richard Perle, de toute cette bande de criminels qui ont entouré George Bush, Rumsfeld, Cheney, qui ont mis en œuvre cette politique de reconfiguration du Moyen-Orient dans le but d'assurer la prééminence permanente de l'État symbiotique d'Israël et de la longue hégémonie américaine sur les ressources de la région. Aujourd'hui, on voit bien que cette logique est arrivée à son terme, d'où ce repli un peu catastrophique, hein, sans honneur des Américains. Mais bon, les replis des Américains sont en général des replis sans honneur. L'armée rouge, quand elle avait quitté l'Afghanistan, était sortie en tout drapeau au vent dans l'ordre et la discipline. Là, ce départ humiliant de la première puissance militaire du monde montre bien ce qu'est la valeur morale de l'impérialisme. C'est l'abandon, la fuite devant la responsabilité. Ces gens-là ont aujourd'hui fini le 11 septembre. Il n'est plus besoin pour eux de continuer sur un axe. Ils vont changer d'axe. Ils le disent assez clairement. Hein. La Chine. Voilà, le nouvel ennemi, ce n'est plus le terrorisme fantasmagorique du Moyen-Orient que eux-mêmes ont contribué à fabriquer. En Afghanistan même, parce que les premiers terroristes salafistes, wahhabistes, qui venaient d'Arabie Saoudite, mais aussi d'autres pays du monde arabe, ont rejoint l'Afghanistan à partir de l'invasion de l'armée rouge en 1979. Et souvenez-vous, ces gens-là, on les appelait les Freedom Fighters, les combattants pour la liberté. Ils sont devenus terroristes à partir de 2001. Voilà. Donc, c'est en Afghanistan que se termine le chapitre du 11 septembre. Tu as commencé à évoquer les motifs de cette guerre, au Moyen-Orient. Bush qui parlait en janvier 2002 déjà d'un grand Moyen-Orient. Quels ont été les intérêts, maintenant on sait avec le recul, avec les révélations, les intérêts économiques, il y en avait évidemment, les intérêts géopolitiques des États-Unis dans sa croisade au Moyen-Orient, notamment sur l'Irak. Alors déjà, je pense qu'il y a quelque chose dont on parle assez peu sur l'Afghanistan, mais l'Afghanistan est un pistolet braqué sur les ventres mous de la Chine et de la Russie. Et c'est pour ça que c'était si important pour les Américains, comme ça l'a été pour les Anglais, de le tenir, comme ça l'a été pour les Soviétiques aussi. Parce que c'est un point de passage. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas du tout le bout du monde. C'est un véritable point de passage depuis toujours de l'humanité. Et voilà. Et sur l'Irak, je sais pas, on disait à l'époque c'était le pétrole. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas extrait de pétrole. Aujourd'hui, le pétrole irakien n'est quasiment plus extrait
ou alors ils n'arrivent plus à le raffiner et ils en font du fuel essentiellement. Voilà. Puis de toute manière, les États-Unis sont devenus exportateurs nets de pétrole. Voilà. Après, il y a, je pense, sur les intérêts, ce qu'il faut voir aussi, à mon avis, c'est qu'ils n'ont pas réussi ce qu'ils voulaient. C'est que le bilan de la guerre contre le terrorisme, que ce soit l'invasion de l'Afghanistan ou l'invasion de l'Irak, dans les deux cas, c'est quand même d'abord un gigantesque échec pour les puissances qui l'ont lancé, à commencer par les États-Unis. C'est un échec à tout point de vue. Le premier argument, c'est on va empêcher les attentats. On va empêcher les attentats en envahissant, en occupant et en tuant les terroristes. Alors c'est ce qu'on voit, il y a des études, il y a Mathias Delory on avait déjà fait des émissions avec lui, ce qu'il explique, même ce que les stratèges américains se renseignent, c'est qu'en fait les pays qui participent à la guerre contre le terrorisme ont 55 fois plus de chances d'avoir un attentat sur leur sol que ceux qui ne le font pas. Ça, c'est le premier échec. Deuxième échec, c'est l'extension infinie, en fait. Parce que c'est fini en Afghanistan, encore que. Mais aujourd'hui, et l'Afghanistan, c'est ce à quoi va ressembler l'opération française au Sahel. On va y revenir. Qui est en train de changer de nom. Mais voilà, les choses sont loin d'être finies, je pense. Ouais. Et sur un pays, quand on parle du Moyen-Orient, il y a un pays aussi très important, c'est Israël. Quel lien on peut établir aussi entre l'invasion états-unienne et cette volonté de reconfiguration du Moyen-Orient et la place d'Israël et l'alliance historique entre les États-Unis et Israël? Vous avez les discours extrêmement clairs de celle qui fut le ministre des Affaires étrangères de Bush, Condoleezza Rice, qui parlait de chaos créatif, creative chaos, et de reconfiguration du Moyen-Orient sur des bases ethnico-confessionnelles. En fait, on voyait très bien qu'il s'agissait de justifier la pérennité de l'État d'Israël sur une base raciale ou ethnico-religieuse, ou je sais pas, enfin sur une base idéologique en tout cas, en créant des États chiites, sunnites, alaouites, druzes, etc. Donc il y a eu une volonté claire, manifeste, de reconfigurer, redessiner un Moyen-Orient post-Sykes-Picot qui serait un Moyen-Orient ethno-confessionnel. Ceci n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné en Irak, ça n'a pas fonctionné en Syrie en dépit d'efforts colossaux de l'Arabie saoudite et des potentats du Golfe qui ont été mis en contribution sur le plan financier, matériel, de l'armement et des hommes. La Syrie a tenu. L'Irak ne s'est pas divisé, même si, au contraire, l'influence de l'Iran y a gagné beaucoup. On ne peut pas dire qu'il y a 3 États en Irak, c'est un État unifié. Donc il y a un échec de la politique américaine au Moyen-Orient qui visait, si vous voulez, à assurer la pérennité d'Israël. Ce que dit Adrien est absolument juste. On a essayé de nous faire croire qu'il s'agissait d'une guerre pour les ressources énergétiques. Absolument pas. Ils n'avaient absolument pas besoin de bombarder qui que ce soit pour avoir tout le pétrole qu'ils voulaient. Les Irakiens étaient prêts à le leur donner, Saddam Hussein était prêt à le leur donner sans problème pour assurer son régime. Mais on voit bien que les intentions sont autres, elles sont d'une nature stratégique. Et ces intentions, on va les voir au cours de l'été 2006 avec la guerre entre le Hezbollah et l'État d'Israël, et on va voir que effectivement, même sur le plan militaire conventionnel, il y a une sorte de fin de l'hégémonie, j'allais dire arithmétique, qui était en vigueur depuis 1948. Donc la stratégie américaine au Moyen-Orient, elle est dans une impasse. Elle est dans une impasse. Ils ne peuvent pas aller plus loin, ils ne peuvent que consolider ce qu'ils ont déjà. Ce qui n'est pas mal. Mais si vous voulez, les dérives sont toujours possibles avec l'Iran, oui, avec les menées guerrières dans la région. Ouais. Avant qu'on passe à la France, quel avenir vous voyez, enfin l'avenir au moins à court terme, je dirais, du Moyen-Orient? Est-ce que vous voyez par exemple pas une mainmise, mais en tout cas une influence de plus en plus croissante de la Chine? Est-ce que vous voyez une reconfiguration comme ça entre les différentes puissances? Je pense à la Russie aussi. Ou comment on peut percevoir ce futur proche là qui débute au Moyen-Orient?
Déjà, la défaite américaine en Afghanistan va donner des ailes au peuple. C'est une réalité. C'est-à-dire qu'il est fait la démonstration que un peuple pauvre, dans un pays ravagé par 45 ans de guerre civile et puis de guerre contre deux superpuissances successivement, peut mettre dehors la plus forte et la plus militarisée des puissances impérialistes. Ça aura des conséquences. Ça aura des conséquences. Après, lesquelles elles seront, ça c'est... On verra. Alors oui, effectivement, ça c'est aussi un élément de dynamique géopolitique. C'est ce que d'aucuns appelaient l'hyperpuissance américaine. Hein, je crois une sorte de ministre des Affaires étrangères français qui avait dit ça, parlait de l'hyperpuissance américaine en se gargarisant de l'exceptionnalisme et de l'unilatéralisme, en le déplorant tout en l'appréciant. C'est tout à fait d'analyse de petit marquis, mais en tous les cas qui a fait florès dans les salons parisiens. Ce qui se passe, c'est que effectivement, pendant qu'on se gargarisait ça, monte la Chine de manière extrêmement rapide et la Russie post-Yeltsin. La Russie post-Yeltsin retrouve peu à peu, sous la conduite de ses organes de force, un rôle et une influence. Mais pas seulement. Regardez la Turquie, qui est extrêmement présente aujourd'hui en Afrique. Et pas seulement la Turquie, l'Inde. Donc il y a une multitude d'acteurs qui se dégagent de l'emprise américaine et qui ont maintenant des stratégies souveraines en direction d'une région, le Moyen-Orient, et d'un continent, l'Afrique, qui sont dans le cadre de la raréfaction des ressources, des derniers lieux, hein, n'est-ce pas, où une présence active peut permettre de prendre des positions sur le plan économique global. Donc nous ne sommes plus dans une situation d'hégémonie pure et simple de l'Occident sous la houlette des Américains. Dernier point. Vas-y. Cette hégémonie pure et simple des Occidentaux, elle ne repose plus que sur un élément. Son dernier avantage comparatif, c'est la puissance de ses armes. C'est les 14 task force de la flotte américaine. Hein, c'est les 14 ou 17 porte-avions, selon le cas, de la force américaine. Il n'y a plus, si vous voulez, ce message de développement, ce message de croissance, ce modèle de bien-être. Plus personne ne croit à l'American Way of Life. Aujourd'hui, les modèles de développement économique et les modèles d'organisation sociale efficaces, il faut regarder du côté de la Chine. Le modèle en Afrique d'aide au développement n'est certainement pas celui présenté par l'Occident, mais celui qui est le fait des Chinois, hein, le développement d'infrastructures portuaires, de chemins de fer, etc. Ce n'est pas l'Occident, c'est la Chine. Donc, si vous voulez, il y a un changement profond des centres de gravité politico-idéologique sur le plan global. Il ne reste plus à l'impérialisme que sa force brute. Et le 11 septembre a permis un dernier redéploiement de cette force brute. Aujourd'hui, on le voit en Afrique, par exemple, depuis le 11 septembre, tous les aéroports africains enregistrent la présence d'agents de sécurité américains. Ils sont pratiquement dans tous les aéroports internationaux en Afrique, il y a une présence policière ou je sais pas comment de sécuritaire américaine. Donc c'est tout ce qu'il leur reste. Il ne leur reste que la force brute. Et comme le disait Adrien Nicolas, la démonstration par le peuple afghan de la capacité libératrice, de sa capacité libératrice risque de faire des émules. Et la France dans tout ça, on va finir avec le cas de la France, parce qu'on a l'impression, alors Emmanuel Macron avait annoncé une réduction des effectifs de Barkhane, mais on a l'impression là aussi quand même, dans certaines déclarations, il y a eu une enquête parlementaire, un rapport parlementaire en avril, où les parlementaires disaient qu'il n'y a aujourd'hui aucune solution sans Barkhane en Afrique. On a l'impression aussi d'être un peu dans une guerre sans fin. Déjà, ma première question, c'est que fait la France au Sahel, que fait la France en Afrique, parce que c'est quand même bien de rappeler
les raisons de sa présence. Et surtout, est-ce qu'on ne se dirige pas là aussi, je disais, dans une guerre longue, dans la mesure où Paris va tout faire pour maintenir ses positions, ses intérêts en Afrique, qui sont de plus en plus contestés par le haut et par des puissances étrangères. Je pense à la Turquie, je pense à la Russie, je pense à la Russie en Centrafrique, par exemple, mais à d'autres puissances. On a parlé de la Chine. Des contestations venues d'en bas, de la population africaine, surtout de la jeunesse africaine, très politisée, notamment sur la question du franc CFA. Comment est-ce que vous voyez ce futur proche aussi de la France au Sahel? Est-ce qu'elle va retenir les leçons ou est-ce qu'en fin de compte, elle peut aussi s'enliser dans une guerre sans fin parce qu'on nous rappelait quand même en 2013, quand ils y sont intervenus, que ça devait être très rapide. Ce que fait la France au Sahel, c'est de plus en plus, et on l'a vu au mois de janvier dernier avec le massacre de Bounty, donc c'était un mariage. Un avion français passe par là, regarde, voit des hommes rassemblés, et il est décidé que ce sont des terroristes, et au moins 19 d'entre eux sont tués par un missile français. Et c'est l'avenir de cette opération. On peut changer de nom, on peut modifier la manière dont c'est fait, mais au final, la France fait la guerre au peuple dans le Sahel. Elle les tue pour assurer son rang de grande puissance et sa part à la table et son dernier privilège d'ancienne puissance coloniale, renforcer les positions de gens comme Bolloré, instaurer des gouvernements à sa botte, ou en tout cas qui lui donneront une préférence pour ses investissements de puissance capitaliste. Sur le devenir de ça, je crois que c'est le même échec, les mêmes raisons vont conduire au même échec. C'est-à-dire que les peuples ne veulent plus, ces guerres se transforment en guerres de plus en plus contre les peuples, et le fait de retirer des soldats au sol, c'est le même mouvement qu'ont fait les Américains en Afghanistan, c'est-à-dire qu'ils retirent des soldats au sol pour s'appuyer de plus en plus sur des bombardements par drone ou par aviation, et que ça encourage encore plus, ça renforce les tendances au massacre de civils qui alimentent à nouveau des groupes terroristes, c'est-à-dire que les gens, se faisant tuer par l'armée française, vont de plus en plus la combattre, et que le bout de cette logique, et c'est la seule possibilité de cette logique, c'est la capitulation honteuse, c'est le retrait des troupes après un dernier massacre, et puis l'effondrement des systèmes qui ont été mis en place par cette occupation. Est-ce qu'on peut penser aussi à une forme de sous-traitance de la part de l'armée française avec d'autres armées africaines, d'États africains qui sont un peu soumis au diktat français? Il y a l'armée tchadienne qui joue quand même ce rôle. Le problème, c'est que la situation n'est pas fameuse non plus de ce point de vue-là. De toute manière, l'armée tchadienne qui joue un rôle énorme dans Barkhane, c'est quand même l'armée d'un régime qui tient par les interventions militaires importantes de la France depuis au moins la période coloniale comprise. Et c'était en décembre 2008 encore que l'armée française a dû carrément prêter une division, un bataillon blindé. Il y a 3 ans encore, procéder à un bombardement massif. Donc s'appuyer sur des régimes qui sont eux-mêmes ont besoin de soutien, c'est une béquille qui a besoin de béquille en fait. Oui, c'est une... on nous avait expliqué que l'intervention au Sahel visait à prévenir la commission d'attentats sur le territoire français. Donc, effectivement, oui, il n'y a jamais eu d'attentat commis par des groupes maliens sur le territoire français. On nous aurait menti encore. Bon, donc la justification, elle oscille entre le ridicule et le grotesque. On ne sait pas très bien ce qu'il y a de sérieux dans cette affirmation. Effectivement, ce qu'on peut déplorer, c'est que tous ces moyens financiers mis au service d'une intervention militaire auraient été infiniment mieux utilisés pour assurer un minimum de mieux-être à des populations complètement abandonnées par des régimes fantoches. Pour ceux qui connaissent le Sahel, qui ont été dans ces régions-là,
le degré de misère, de pauvreté et d'abandon de ces populations est absolument scandaleux. Il y a un aide-soignant pour 100 ou 150 000 habitants sur un territoire aussi grand que la France. Donc, on aurait construit quelques dispensaires, on aurait construit quelques écoles, on aurait financé quelques projets de développement agricole ou hydraulique dans la région. Je pense qu'on aurait fait avancer la cause de la civilisation avec un grand C infiniment plus qu'avec des bombardements et des interventions aux côtés de régimes complètement discrédités. C'est une politique qui me paraît à courte vue, puisque tous les éléments qu'on a en notre possession, objectifs, laissent penser que dans une quinzaine, une vingtaine d'années, avec le développement démographique, avec les conséquences des changements climatiques, on va se retrouver face à des réalités extrêmement violentes. Et que là, aucune armée, fût-elle aussi technologique et aussi entraînée et aussi professionnelle que l'armée française ou américaine, etc., ne pourra prendre en charge des répercussions dramatiques. Voilà. Tu veux terminer